Alors, on va reprendre et on passe à la partie 2. Enfin, la partie 2 pour vous, ça sera la partie 4, mais 2 au niveau du CTF, ok? Donc, on va revoir vraiment les bases et vous savez que, honnêtement, hein, quand vous êtes administrateur système, pour se connecter aux machines, le moyen le plus sécurisé, c'est le Secure Shell, aka SSH. Le truc, c'est que je vous ai montré maintes et maintes fois que, comme toute technologie, malheureusement, bah oui, en effet, on peut pirater le SSH. On peut faire des attaques par brute force, ou on peut substituer la clé privée de l'utilisateur, l'exfiltrer sur son ordinateur et s'en servir, hein, comme si c'était la nôtre. Et là, dans ce cas-là, on n'aura même pas besoin de taper le mot de passe. Donc, il y a des failles de sécurité, mais bon, ça maintenant, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que elles sont partout. Ok? Il faut juste savoir les exploiter. Mais vraiment, les bases, déjà, il va falloir comprendre comment fonctionne le SSH, en fait. Le SSH, c'est un moyen commun d'interagir en ligne de commande avec une machine Linux distante. Ok? Pas forcément Linux, hein. On peut faire du SSH sur du Windows. Il n'y a pas de problème. C'était compliqué à l'époque, ça l'est de moins en moins, en fait, hein. SSH, c'est un peu l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'en SSH, je peux venir à la fois attaquer ou contrôler ou administrer une machine Windows, une machine macOS ou une machine Unix ou Linux. Ok? Donc on va voir un peu le fonctionnement du SSH. Concrètement, comment ça marche. En fait, le SSH, c'est l'abréviation de Secure Shell, hein. C'est un protocole qui va permettre de communiquer entre différents appareils sous forme chiffrée. Donc en utilisant la cryptographie, eh ben, toute entrée que nous allons envoyer dans un format lisible, hein, par l'homme et ensuite chiffrée. Elle va se balader sur le réseau, hein, qu'on appelle le cloud. Mais le cloud, c'est quoi? C'est Internet en fait, hein. Chaque fois qu'on vous dit le nuage, il n'existe pas, hein. N'ayez pas la tête dans les nuages. C'est Internet, ni plus ni moins. Ok? Et une fois que ça arrive, c'est déchiffré et la machine distante comprend les instructions qui ont été envoyées. Là, c'était quoi? C'était Hello World. Donc, bah, le serveur Linux répond Hello World. Ok? Salut le monde. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais vous pouvez en apprendre davantage sur les différents types de cryptage dans les salles Try Hack Me. Je vous ai fait un paquet de cours, mais on va se focaliser aujourd'hui sur donc notre ami SSH qui permet d'exécuter à distance des commandes sur un autre appareil et toutes les données qui sont envoyées, donc comme je vous le disais, sont chiffrées avant de parvenir au réseau, ok, sur la machine qui est connectée à Internet. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé la machine sur le cloud, comme on dit. Ok? J'ai l'adresse IP. Comment maintenant moi je peux me connecter à cette machine? Eh ben, il va nous falloir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ok? Donc quelle est la syntaxe? La syntaxe, on va appeler d'abord le programme. On va dire SSH. Ensuite, on va donner les informations d'identification d'un compte valide. C'est-à-dire que si je sais qu'il y a TryHackMe qui a un compte, je vais faire SSH espace TryHackMe. Ensuite, je fais l'arrobase. L'arrobase, c'est la jonction entre les informations d'identification et l'adresse IP. Après l'arrobase, je tape quoi? Je tape l'adresse IP. Ok? Donc on va essayer, on va faire ça. On va voir si ça marche. Ok? Donc là, j'utilise leur box. Faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez utiliser votre Kali, ça marchera aussi. Donc, je peux pas paste. On va tester. Donc, SSH, tryapme, arrobase, adresse IP de notre machine qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on veut bah, tout le temps répondre oui, sinon vous allez être déconnecté, ni plus ni moins. Ok? Donc là, ensuite, il nous demande un password. Le mot de passe, visiblement, c'est tryhackme. On va rentrer tryhackme. Ok, on est connecté. Donc là, je suis bien connecté en tant que quoi? TryHackMe. Ce qui est logique. Pourquoi c'est logique? Puisque je lui ai dit, écoute, moi je veux me connecter en tant que TryHackMe. J'ai mis mon arrobase, j'ai mis l'adresse IP de la machine. SSH pour lui définir bah, qu'on utilise le protocole SSH et qu'on va appeler le programme SSH.
Donc, avant qu'on continue, faites le distinguo, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, entre SSH et SSHD. Quelle est la différence? SSH, c'est le client. SSHD, c'est le serveur. Je m'explique. Le client, vous pourrez l'utiliser tout le temps. Vous n'avez pas besoin de lancer un service dédié ni un serveur pour vous connecter en SSH à une machine distante. Par contre, la machine distante, si jamais vous voulez vous connecter, elle aura besoin d'un serveur. OK? Puisque qu'est-ce que fait le serveur? Il attend la connexion des clients. Quel est le client? Bah, c'est vous. C'est vous. Via votre machine, vous tapez SSH, le nom d'utilisateur, arrobase l'adresse IP, le client se connecte au serveur. OK? Front-end, back-end. C'est ce qu'on voit très souvent, c'est l'architecture client-serveur. OK? Donc, bien dissocier ça. Et éventuellement, si jamais j'attaque une machine et que je veux me connecter à ma machine via le SSH, eh ben dans ce cas-là, c'est pas le client qu'il faudra. OK? Puisque le client, il est déjà sur le serveur que j'attaque. Donc, si je veux me reconnecter à ma machine à partir d'une machine que j'ai piratée, il faudra moi-même, sur mon Kali, que j'héberge cette fois-ci SSHD. Comment je vais faire ça? Très très simple. OK? Vous faites service, on va demander de démarrer le service. Donc service, c'est quoi le service? C'est SSH, OK? Ou SSHD, ça dépend des versions de Linux. Et je veux quoi? Start. OK. Il nous demande le mot de passe, pas sudo, command not found. Access denied. C'est bizarre. En principe, on a le droit. Qu'est-ce qu'il m'emmerde? OK. Try Hack Me n'est pas sudo-R. Comment je sais ça? Eh ben voilà, j'ai la réponse. OK? UID 1001, JID 1001, groupe 1001. Try Hack Me, le honneur fait partie du groupe Try Hack Me, du groupe Try Hack Me. Donc, il n'est pas sudo-R, donc c'est pour ça que j'ai l'access denied. Mais en théorie, vous voyez que j'ai deux possibilités pour démarrer le service. Soit je fais un service SSH start, soit je peux utiliser systemctl. Qu'est-ce que systemctl? C'est le system control. System control, en fait, c'est un autre sous-programme de Linux qui permet également de démarrer les services. Donc, que je tape systemctl ssh service start, oubliez le status, ou service ssh start. Moi, je préfère celle-là, c'est beaucoup plus simple à retenir. Les deux vont faire la même chose. Ils vont démarrer le serveur SSH, aka SSHD. À partir de là, quand le serveur est démarré sur ma machine, je peux me connecter en SSH à partir de la machine que j'ai piratée. Je m'arrête là. OK? Donc on a compris un peu le SSH. Voyons un petit peu les flags, les commutateurs, etc., etc. Donc la majorité des commandes en fait permettent de fournir des arguments, hein. Arguments qui sont identifiés tout le temps par un trait d'union et un certain mot-clé connu sous le nom d'indicateur ou de commutateur. En anglais, on appelle quoi? On les appelle les flags et les switches. C'est pour ça que très souvent j'utilise des anglicismes. Ok? Je vous parle de flag, je vous parle de switch. Mais en bon français, on devrait parler de paramètres et de commutateur. Parce qu'indicateur, c'est un peu mal traduit. On parle plus mettre en paramètre. Ok? Dès qu'on met une commande, on appelle un programme et on lui donne des paramètres. Ces paramètres, c'est soit des commutateurs, soit des paramètres, mais en tout cas, ils commencent tous par un trait d'union et un mot-clé. OK? Donc, nous verrons plus tard comment identifier les commandes permettant de fournir les arguments et comprendre ce qu'elles font. Lors de l'utilisation d'une commande, sauf indication contraire, elle exécutera son comportement par défaut. Par exemple, ls répertorie le contenu du répertoire de travail. Cependant, les fichiers cachés ne sont pas affichés. Nous pouvons utiliser les drapeaux et des commutateurs pour étendre le comportement des commandes. C'est exactement ce que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos.
ls, c'est la commande de base. Qu'est-ce que fait ls? List, sort. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? List, to list en anglais, ça veut dire lister. To sort, ça veut dire trier. Donc, si on concatène ces deux actions, tu vas à la fois m'afficher et trier les données. Ok? Et en effet, qu'est-ce que fait ls? Eh ben, il vous affiche ce qu'il y a. Ok? Donc, il trie, sort. Ouais, on est. Ça, c'est en bleu. Ça, c'est une arborescence. Et ce qui est en blanc, bah, il y a trois fichiers. OK? Donc, et il vous les liste. Donc, s'il nous les liste, il nous les affiche. On a bien trois fichiers, une arborescence, qui sont listés. OK? ls, list, sort. OK? Donc, ls, bah là, on voit qu'on a un seul dossier. Là, c'est un dossier 1. Nous, on a un dossier qui s'appelle myfolder sur la machine. OK? Donc ça nous permet bah, de lister tout ça, mais on n'a pas encore tous les arguments. Pour avoir tous les arguments, eh ben, il faut lui demander un all. Et donc là, je fais ls-a comme all. Et ça me donne quoi? Ça me donne également les fichiers cachés. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et maintenant, je vais vous montrer que je vous ai dit sous Linux, soit vous avez un tiret, abréviation A comme all, soit la syntaxe, c'est deux tirets. Et dans ce cas-là, on attend quoi? On attend un nom long, all. Quelle est la différence? Aucune? Ok? Donc à chaque commande que vous utilisez sous Linux, n'oubliez pas, soit c'est un tiret et c'est l'abréviation, soit c'est deux tirets et c'est un nom long. Ok? Ça, il faut vraiment comprendre ça, sinon vous allez galérer. Ok? Donc c'est pareil. Si jamais je veux l'help, je peux faire lsh, ça marche, ok, il s'en fout, il veut pas le help, ou je vous donne un autre exemple, bon ça marche pas avec cette commande, c'est un peu bête de ma part, mais je peux faire help, ok, ça sera exactement pareil. Là ça marche, le lsh il veut pas, mais pour la plupart des commandes c'est exactement ça, ok. Je veux l'aide, soit je fais un tiret h, soit je fais un double tiret et je tape help. Les deux commandes sont exactement identiques. Ça dépendra des programmes. Là, vous voyez en effet qu'avec ls, c'est pas tout à fait le cas. C'était un mauvais exemple. Mais retenez ça, c'est vraiment très important. Ok? Donc le tiret help, on voit que ça nous donne de l'aide. N'importe quel programme, vous pouvez aller réclamer de l'aide et vous avez toutes les instructions, vous avez toutes les options, vous avez tous les flags. C'est extrêmement important. Après, il y a la commande man. Man, ça permet de quoi faire? C'est le manuel. Là, je vais lui dire, écoute, tu lances le manuel et je veux que tu me dises tout ce que je peux faire avec ls. Et là, il va te dire, bah écoute, pas de problème, tu fais espace et à chaque fois que tu fais espace, je te donne une nouvelle page du manuel. Ok. Et là, vous avez tout. Très souvent, c'est traduit en français. Très souvent, c'est en anglais. Donc, il va falloir maîtriser l'anglais, je vous l'ai dit. Tout n'est pas traduit en français, malheureusement. Donc là, on voit qu'on a quand même 258 lignes. Donc ça fait quelques petits paragraphes. Et vous voyez qu'une simple commande comme ls, vous avez énormément de possibilités. Maintenant, quand je suis dans le manuel, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux, avec les flèches au bas, remonter, redescendre, espace sauter de quelques lignes, une dizaine de lignes. Je peux faire H pour de l'aide, ok? Là, il vous donne l'aide. Je peux refaire H ou Q pour sortir. Et si je veux sortir, je ferai Q et je quitte le manuel, ok? Q comme quit, quitter. Donc, allez voir les manuels. Pareil, je vais plutôt vite parce que je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Encore une fois, si vous trouvez que je vais trop vite, c'est que vous n'êtes pas allé dans ma playlist Linux pour les nuls et allez voir toutes les vidéos que je vous ai faites. Ok? Quand j'ai un concept que je vous ai déjà expliqué pendant des heures, honnêtement, je vais pas vous le réexpliquer. Là, je vais vite. Ok? En espérant quand même que vous compreniez. Donc, quelle flèche directionnelle utiliserons-nous pour naviguer vers le bas de la page? Eh ben, on peut utiliser soit le bas, soit on peut utiliser space. Ça dépend.
space ou down. Voilà, c'est pareil. Space, vous passez ligne par ligne vers le bas. Espace, vous passez de 10 lignes en 10 lignes. OK? Quel indicateur utiliserons-nous pour afficher la sortie d'une manière lisible pour l'homme? C'est une très bonne question. Le tiret V? Ah, le lisible pour l'homme. OK. C'est le H. Tiret H. Human. OK? Je vais vous expliquer quelle est la différence. Ça, je vous l'ai pas expliqué encore. Je fais un LS, LA. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas me casser les couilles? OK. LS là, je vais passer en plein écran quand même. Peut-être s'emmerder. Voilà. Quand même, pour vous, ça sera plus simple. On peut zoomer un peu. Non, il veut pas trop. Alors, quelle est la différence entre ls-la et ls-la? Vous voyez ou pas? Allez, je vous le dis. Cherchez pas. C'est ici. C'est cette colonne. Cette colonne, c'est quoi? Là, j'ai 4096. OK? Là, j'ai quoi? J'ai 4 kilooctets. Donc là, on parle en quoi? On parle en bytes, on parle en octets. Et les humains, vous savez qu'ils préfèrent les kilo-octets, ils préfèrent les mégaoctets, ils préfèrent les gigaoctets. Donc quand vous faites le hash, ça sera beaucoup plus simple de déduire la taille d'un fichier. OK? Puisque bah, tout le monde n'est pas à l'aise avec les bytes ou les octets. Vous savez que 4096, c'est quoi? C'est exactement 4 kilo-octets. OK? Donc, à vous de voir. Et je vais vous montrer. Le hash, vous le mettez où vous voulez. Je peux faire H, L, A. Quelle est la différence? Aucune. Je peux faire H, A, L, HAL. Quelle est la différence? Aucune. Je peux faire L, H, A. Quelle est la différence? Aucune. Où je veux en venir, vous tapez votre programme et après le switch, le commutateur, l'argument, vous le mettez dans le sens que vous voulez. OK? Je fais tout le temps, vous vous rappelez avec Netcat, quand j'ouvre un listener, je fais LNVP. OK? Eh ben, le P, il doit tout le temps être à la fin parce que c'est le port. Et je lui dis, par exemple, port 444. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je peux tout à fait faire N, L, alors L, N, V, P. OK? Ça marchera aussi. OK? Tant que le P est à la fin, le N, le L, le V, je peux le changer. Ça marche aussi. VLNP 4444. Où je veux en venir. OK? Certains arguments doivent être à la fin. D'autres, vous pouvez permuter. LNV peut être VNL. Ça marchera quand même. Vous avez compris où je veux en venir. Ok. Donc maintenant, c'est quoi? Comment ça se passe? J'ai ouvert une nouvelle fenêtre. Comment je récupère mon... Je le récupère comment? Ok. Enfin, je sais pas comment sortir de là. Quelle merde. Ah oui, ça. Pardon. Donc, comment on crée, comment on supprime, bref, comment on interagit avec le système de fichiers. Nous avons couvert certaines des commandes les plus fondamentales de l'interaction avec le système de fichiers sur la machine Linux. Par exemple, nous avons expliqué comment répertorier et trouver le contenu des dossiers à l'aide de ls ou de find et de naviguer dans les systèmes de fichiers à l'aide de cd. OK? Donc, dans cette tâche, pardon, nous allons apprendre quelques commandes supplémentaires pour interagir avec le système de fichiers pour permettre de créer des fichiers et des dossiers, déplacer des fichiers et des dossiers, supprimer des fichiers et des dossiers. Donc ça, c'est pareil, c'est des commandes à connaître par cœur. Touch, je vous l'ai déjà dit, ça permet de créer un fichier. Tu touches un fichier, tu le crées. OK? mkdir, aka make directory, crée une arborescence. Ça va créer un dossier, ça va créer une arborescence. cp, copie, ok? Copie un fichier ou une arborescence. mv, move, déplace un fichier ou une arborescence. rm, remove. Vous voyez tout le temps qu'on a les alias, ok? Les alias, c'est quoi? C'est le résumé, c'est les petits noms, c'est comment dire, les abréviations des commandes qui sont complètes. Full name. Là, on a le nom complet des commandes.
RM, remove, file, file. File, ça permet de déterminer le type de fichier. Je vais vous montrer brièvement. On a quoi? On a important, je vais dire file, important, important. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, ça c'est un fichier texte, codé en ASCII. Ok? Donc, bah en effet, hein, je peux faire un cat important. Il va me dire quoi? Eh ben que j'ai un flop. Ok? Donc, il y a bien quoi? Il y a bien des données texte qui sont codées en ASCII dans un fichier qui s'appelle important. Quand j'ai fait un file, il m'a dit, t'inquiète pas, c'est un fichier texte codé en ASCII. Et on a vu qu'en effet, on a bien des données qui sont présentes dans le fichier. Ok? Donc, tout est corrélé, hein. Il y a pas de surprise. Mais il faut apprendre à jongler avec ces différentes commandes. Donc, pareil, un peu comme cat, en fait, on peut fournir en fait les chemins absolus en fait hein, pour ces commandes. Comment vous expliquer? Euh, Si vous êtes dans le répertoire, vous pourrez donner l'indication avec juste un point. Point, ça veut dire que tu travailles dans le répertoire courant. Ok? Mais sinon, eh ben, il faudra que je donne le chemin absolu. Ok? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai important. Important. Je vais faire MK dire. Qu'est-ce que je fais là? Je crée un répertoire. MK dire test. LS. Je viens de créer un nouveau répertoire. Test. Ok? Je vais faire quoi? Je vous montre tous les exemples que vous compreniez bien. Je vais faire un touch exemple. Un TXT. Si je fais un cat sur exemple, je viens de faire un touch. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a rien. Ok? Il y a rien. Je fais une faute, excusez-moi. Il y a strictement rien. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais lui dire echo. Tu m'affiches tout ce qu'il y a dans important. Ok? Et tu me l'écris dans exemple. .txt. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais un cat? Il a copié important. On est d'accord? C'est ce que je lui ai demandé, c'est la chaîne de caractères. Maintenant, je veux supprimer rm exemple. ls exemple a disparu. Ok? Je viens de le supprimer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire copie. Je veux copier quoi? Je veux copier important, le répertoire, enfin le fichier qu'elle a, sudo, pardon, cp, important, ok? Dans quoi? Dans test. Ok? Ok, j'ai pas les droits, il m'emmerde. CP important dans test. C'est des tests ls. Important. Je viens de le copier là. Ok? Maintenant, je veux supprimer test, l'arborescence test, et dans test, il y a quoi? Il y a un fichier qui s'appelle important. Qu'est-ce que je fais? Je fais rm, ok? Rm pour supprimer. Et je veux quoi? Je veux supprimer test. Et là, il me dit, je peux pas supprimer test. Pourquoi? Parce que c'est une arborescence. Donc, il faut que je modifie ma commande. Pour l'arborescence, plus le fichier qui sont dedans, je vais demander quoi? Du récursif. R. Et après, je lui mets F, parce que je veux lui dire que à chaque fois, j'ai pas envie qu'il me demande si je veux bien supprimer les 10 fichiers, les 10 dossiers. Ok? Je supprime tout. LS. Ah, là, ça marche. Test a disparu. Test a disparu et on a supprimé important. Ok? Vous voyez, c'est juste pour vous montrer comment on combine toutes ces commandes. Vous allez vous en servir tous les jours. Ok? Donc c'est exactement ce qui vous explique là. J'ai anticipé parce que j'ai pas envie de passer des heures, mais c'est exactement ça. On va reprendre calmement. Touch note, regardez ce qui est là en gras. Touch note, je crée un fichier note. ls, je liste les fichiers et les arborescences qui sont présents dans ce répertoire. Mais je ne fais qu'un ls. Donc si je veux les fichiers cachés, il faut que je fasse un lsa. Si je veux les fichiers cachés et les métadonnées, il faut que je fasse un ls-la, ok? Ou al, comme vous voulez.
Et si je veux comprendre la bonne taille, ok, et calculer en mégaoctets, en kilooctets, je vais faire un ls-LAH, ok, ou HAL, ok, ou HLA, ok, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mkdir. Mkdir, on crée une arborescence. L'arborescence s'appelle My Directory. LS me montre que oui, avec mkdir, je viens de créer My Directory. De toute façon, c'est simple. Pour créer un répertoire, c'est Make Directory. Mkdir. Plus le nom du répertoire. Quand vous voulez créer un fichier, c'est touch plus le nom du fichier. Ok? Touch, création de fichier, mkdir, création d'un répertoire. Aussi simple que ça. Vous cassez pas la tête. RM, je vous ai montré. RM, on supprime. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai créé un fichier de notes. RM note, j'efface note. LS, en effet, note n'est plus présent. Si je dois supprimer une arborescence, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait RF. Ok? Vous pouvez faire que juste -R. Récursif, ça marche aussi. Ok? Mais des fois, ça vous demandera, êtes-vous sûr de vouloir supprimer le fichier? Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le fichier? Là, comme il n'y a qu'une seule arborescence, eh ben, il pose pas la question. Mais je vous conseille de faire un RF plutôt qu'un grand R. OK? Surtout quand vous avez des centaines de fichiers, des centaines d'arborescences. Sinon, il va falloir appuyer sur son clavier. Oui, 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 oui. Donc, Y, 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 yes, 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 yes. Ou, si c'est en français, zéro, enfin, pas zéro. O, 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 pour dire oui. Vous avez compris où je voulais en venir. Après, je vous ai montré comment copier, déplacer. Je vous ai pas montré le déplacement, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer important et je veux le déplacer dans la sous-racine. Ok? Qu'est-ce que ça fait ça? Cannot move, permission denied. Putain, j'ai pas les droits, je peux pas vous montrer. Mais en gros, là, je suis dans quoi? Je suis dans Home Try at Me. Qu'est-ce que ça aurait fait cette commande? Je vous ai dit les deux points. Ça veut dire qu'on passe de Try at Me à Home. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais déplacé important, qui était dans quoi? Qui était dans Home Try at Me. Je l'aurais déplacé de 2 points en arrière. Je reviens en arrière, je l'aurais mis dans Home cette fois-ci. Ok? Ça, c'est le déplacement. Vous pouvez tout déplacer, donc confondez pas. MV, ça permet à la fois de déplacer et de renommer. Copier, ça permet de faire une copie. Ok? Mais MV, il a deux utilités. C'est pour ça que des fois, vous voyez, j'utilise quoi? Je dis MV important et je veux le renommer. Là, je veux pas le déplacer. Donc là, si je veux le déplacer, je vais lui donner un chemin. Je vais lui dire, écoute, tu me le copies vers là-bas. Ça, c'est un déplacement. Mais si je lui dis en deuxième argument, en deuxième switch, en deuxième commutateur, appelez ça comme vous voulez, qu'est-ce que je fais? J'appelle le programme MV, je lui donne quoi? Eh ben, le fichier à traiter, et en argument, je lui dis quoi? Soit un chemin pour le déplacer, soit pour le renommer, important, de nouveau nom que je veux donner au fichier. Et là, important est devenu important 2. J'ai renommé. Alors au début, c'est pareil. Vous allez me dire, mais putain, mais c'est quoi ce délire là? C'est une commande pour déplacer les fichiers, on peut s'en servir en même temps pour renommer? Ouais, ouais, je sais, c'est bizarre. C'est bizarre. Au début, ça va vous paraître bizarre. Ça m'a paru également bizarre. Tous les gens qui commencent sur Linux, ça leur paraît bizarre. Et après, vous allez voir la puissance de MV. Ok? Parce qu'avec MV, je vous donne juste un exemple, hein. Vous avez 500 fichiers de texte, ok? Qui s'appellent text1.txt, test2.txt, ok? Et test 500.txt. On a 500 fichiers dans un répertoire. C'est une simulation. Imaginez ça dans vos têtes, ok? Sous Windows, qu'est-ce que je fais? Sous Windows, je vais aller dans mon arborescence. Ah, ça va être un peu crevant. Je vais chercher mon répertoire, je vais faire, ah ouais, ouais, là j'ai mon arborescence. Je vais aller dans le répertoire qui convient. Et là, les 500 fichiers, je vais faire clic. Je vais leur dire rename. Je vais dire, ah non, non, je veux que tu t'appelles test. Vous voyez où je veux en venir? Je vais vous montrer la puissance.
La puissance, c'est quoi? Je vous ai dit en ligne de commande, faut que vous soyez habitués. Vous allez gagner un temps fou. Sous Linux, je lui dis, écoute, tous tes fichiers, hein, .txt, maintenant, je veux qu'il s'appelle, je sais pas, Toto 1, 2, 3. OK? .txt. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec une commande? Je vais renommer en une seconde 500 fichiers. OK? Comme je veux. Et il y a d'autres arguments que je peux donner. OK? Sinon, ils vont tous s'appeler Toto 1, 2, 3. Vous avez compris où je voulais en venir? C'est-à-dire que en ligne de commande, vous rentrez une ligne, ça modifie 500 fichiers en une seconde. Allez prendre votre souris, faire des clics droits, modifier, renommer, copier, coller, supprimer. Vous allez mettre 20 minutes. Là, sous Linux, en une seconde, on fait le travail. Qu'est-ce que je vous disais dans ma partie introductive? Apprenez les lignes de commande. Jetez votre souris. La souris ne sert plus à rien. OK? Dans un terminal, vous serez beaucoup plus efficient. Je vous l'ai toujours dit, ça se confirme. Et plus vous aurez de l'expérience, plus vous allez voir que ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Donc, déterminer les fichiers. On a vu avec file, file note, je vous ai montré le fameux ASCII texte. On continue. Donc, comment je créerai un fichier qui s'appelle new note? Bah, tout simplement, fichier, création, touch. Le fichier s'appelle new note. OK? C'est parti. Donc, sur la machine déployée, quel est le fichier, quel est le type du fichier unknown 1 qui est présent, donc inconnu 1 qui est présent dans la home directory. Alors, unknown 1, je vais faire quoi? File, no, inconnu. Ah putain, j'arrive pas à taper. Comment ça? Unknown. Ok, c'est du ASCII text. Donc, c'est un fichier texte. Alors, would you how would you remove the file my file to the directory my folder? Comment on déplace le fichier, mon fichier, vers l'arborescence my folder? Tout simplement. Qu'est-ce que je veux? Déplacer. Donc move, mv. Qu'est-ce que je veux? Déplacer quoi? Le fichier. Le fichier s'appelle quoi? My file. Ok? Et je veux le déplacer vers où? Je veux le déplacer vers my folder. Sauf que c'est un fichier. C'est un dossier. C'est pas un répertoire. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette? Ma barre oblique pour que Bash comprenne. Ok? Ça, c'est important. Ok? Quelle est la différence entre myfile et myfolder? À part qu'ils ont pas le même nom. Ok? C'est cette barre. Et qu'est-ce que fait cette barre? Eh ben, ça me permet de différencier au niveau de Bash si c'est un fichier ou une arborescence dont on parle. Ok? Et très souvent, on fait l'erreur. On va faire, par exemple, myfolder. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est les habitudes Windows, en fait. Hein. Là où vous dites my folder. Et en plus, sous Windows, Linux est encore plus bâtard. Hein. Sous Windows, c'est comme ça, la syntaxe. Ok? Qu'est-ce qu'on fait sous Linux? Bah, on fait tout l'inverse, en fait. Hein. Slash, anti-slash. Attention, au début, ça va être un peu rebutant. Ok? Après, vous allez voir que, en fait, quand vous retournez sous Windows et que vous voyez cette syntaxe, franchement, ça fait drôle. Vous êtes plus habitué. À la limite, je préfère la syntaxe Linux, ok? Alors que j'ai grandi avec un Windows. Windows, pendant des 15 ans, 20 ans, ça a été le système d'exploitation le meilleur au monde, ok? Depuis 15 ans, je me suis familiarisé à Linux. Euh, Linux est bien meilleur, je vous l'ai toujours dit, ok? Donc c'est important, faites attention à la syntaxe. Vous savez que dans n'importe quel langage de programmation, Bash est un langage de programmation. C'est ce que vous utilisez dans votre terminal. Eh ben, il y a une syntaxe. Si vous vous trompez au niveau de la syntaxe, il va pas comprendre. Je m'explique. Je m'explique. mkdir, je crée un dossier Toto. OK? ls, je viens de créer un fichier Toto. OK? Je déplace important vers Toto. mv, important 2 vers Toto.
Il me dit, écoute, tu peux pas. Tu peux pas. Maintenant, si je fais, ah, là, ça marche. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, comment Bash interprète votre commande? Bash, il comprend. Tu vas à la racine, tu fais un ls, et là, tu me le copies dans l'arborescence Toto. Lui, il regarde à la racine, il fait, mais t'es fou. Il n'y a pas Toto. Toto est pas là. Permission denied. Là, je lui dis quoi? Bah, je lui donne la bonne syntaxe. Je lui dis Toto, slash. Et là, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend, ah ouais, je suis dans le home. Dans le home, il y a quoi? Il y a try avec me. Ok, je suis dans cet arbre d'essence. Et tu veux que je copie dans Toto? Ah ouais, ouais, ouais. Il y a bien une arborescence Toto. Je vais dans Toto et je te mets ton fichier. Important 2. Ok? Donc, la barre, le slash, l'anti-slash, ça fait toute la différence dans les commandes que vous rentrez. Ok? Quand je suis dans un répertoire, je vous explique encore plus. Là, je suis dans Home, Track, Me, Toto, MK, Dir, Tata. Ok? Si je veux déplacer n'importe quel fichier dans Tata, et je suis dans quoi? Je suis dans Home, Track, Me, Toto. Mais si je fais un LSA, qu'est-ce que je vois? Allez, un LS là. Je vois que je suis dans l'arborescence des, ok, le point. Donc, dans cette arborescence, on a quoi? Eh ben, on a Tata. Et ce Tata, si je veux l'atteindre, si je fais un MV, n'importe quoi, vers Tata, ça sera Tata comme ça. Ça sera jamais Tata comme ça. Ok? Puisque je suis déjà dans le répertoire. À la limite, je sais même pas si ça marche. On va tester. Sudo MV important Tata. Là, j'ai mis un point. Ça fait toute la différence. Mais non, il va pas vouloir. Il va pas vouloir. Ouais, il veut pas. Donc, attends, on va tester sans sudo. C'est bon. Ok. Là, ça marche. Ok? Et là, vous allez me dire, putain, t'es super casse-couille, quoi. Tu m'expliques que d'abord, le slash, je dois le mettre là. Après, toi, tu le mets là. Mais comme t'as mis un point, maintenant, ça marche. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Pourquoi ça marche là maintenant? Et ça marche. C'est des tata, ls, important 2. Pourquoi ça marche? Parce que le point. Je vous ai dit en bash, le point, c'est dans le répertoire courant. Ok? Donc, je reprends. Pour lui dire tu vas copier dans le répertoire ou déplacer CP ou copier MV, enfin MV ou CP, je lui dis quoi? Soit je lui dis tu me copies dans le point, dans le répertoire courant, tu prends le premier répertoire qui s'appelle Tata, ça il comprend. Si tu fais ça, il va dire va te faire foutre, il n'y a pas de répertoire à la racine qui s'appelle Tata, et si tu fais Tata, là il comprend. Ok? Donc en gros ça, c'est égal toujours à ça. Ce que vous devez connaître. C'est la syntaxe. OK? Et vous pourrez pas y échapper. Je sais que ça va vous casser les couilles. Moi, le premier, ça me cassait les couilles. Mais le propre de l'informatique, c'est de comprendre la syntaxe. Une fois que vous aurez compris la syntaxe, vous serez à l'aise. OK? Donc ça, vraiment, faut que ça rentre dans vos têtes. OK, on continue. Donc, quel est le contenu de ce fichier? Très bonne question. MyFile. J'espère que je l'ai pas modifié, sinon je vais devoir relancer la machine. Donc là, on était dans Tata Toto Titi, myFile, tat, myFile. Je veux voir le contenu, concaténation. Ok? On a notre flag. Le flag, c'est quoi? C'était HM system. Ok, on est bien. What are the content of the file? Tu te fous de moi. How you know the file and the content of the file? Ah, mais tu veux que je te gifle, quoi? Ah non, c'est file system. Ok, les permissions.
Alors, euh, on va se faire une pause. Moi, je sature. On reprend. Je vais faire deux parties. Ok, sinon ça va être trop costaud. La vidéo va faire 2 heures. Ouais. Je fais un break, je fume une clope, je me bois un petit café. À tout de suite.